Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 137 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, très simplement, deuxième numéro de la syllabe. Bon, donc, la syllabe, vous le savez peut-être d'ailleurs, c'est un jeu de mots, c'est la si-lab, le top 100, c'est du Basket Lab, bien entendu. Et donc c'est un exercice, une série de podcasts au cours de laquelle nous allons tenter de classer les 100 meilleurs joueurs de 2023 sur l'impact sportif en 2023. Et donc aujourd'hui, après le premier numéro avec Amine, aujourd'hui, on enchaîne avec le deuxième numéro. On prend 5 nouveaux noms à partir de notre playlist, 5 noms au hasard, on en discute et on les rajoute au classement. Et donc aujourd'hui, deuxième numéro avec quelqu'un que vous connaissez, bien entendu, puisque c'est Azad. Azmat la NBA sur Twitter, Azad de QI Basket, qui nous rejoint pour cette série. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, deuxième numéro de la syllabe. Bienvenue dans le Basket Lab. Donc, on se retrouve pour notre deuxième numéro de la syllabe, encore un jeu de mots fabuleux, notre top 100 des joueurs NBA de 2023. Et pour ça, on reçoit quelqu'un que vous connaissez malheureusement beaucoup trop sur le Basket Lab. On reçoit Azad. Comment ça va, Azad ? Ça va super. Très content de participer à ce beau projet, à cette belle saga. En espérant que ça finisse encore une fois avant le début de la saison et qu'on n'ait pas à finir ça en janvier. Azad de QI Basket. Est-ce qu'il y a un format du Basket Lab où tu ne participes pas ou non ? Un format du Basket Lab où je participe pas, j'allais dire joueur mystère, mais ça tu les fais tout seul. Mais même là, tu serais capable de venir. Hein. Et juste le cross-summer. Cross-summer, mais on pourra en faire un sur le vélo. Donc, la syllabe. Effectivement. Donc oui, Azad de QI Basket, bien entendu. Oui, en plus, en ce moment, tu as écrit pas mal d'articles que du coup, j'ai oublié de noter, bien entendu. Il y avait un article sur Zach Collins, je crois, dont on va parler aussi. Et puis, si, Mike Conley aussi. Tu as fait un article sur Mike Conley que tout le monde a réclamé, d'ailleurs. Exactement. Ouais, en tout cas, c'était un petit peu pour mettre en lumière certains joueurs dont on parle pas forcément. Donc, j'avais fait Tremont Watford aussi au début, qui a été coupé au moment où j'ai commencé à écrire l'article. Puis Zach Collins du coup, et là Mike Conley. Donc voilà, essayer de parler un peu de joueurs qui font pas trop les gros titres quoi, et qui ont quand même des rôles intéressants et en plus qui ont évolué au fur et à mesure de leur carrière, comme Mike Conley. Donc c'est un peu intéressant de mettre en lumière ça avec des stats, des extraits vidéo et un peu d'analyse. Et puis l'autre actu, c'est évidemment le top 25 des joueurs de moins de 25 ans que tu as fait sur le podcast, le Dreamcast Show avec Penny, avec Baptiste. Donc évidemment, allez écouter ça. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, c'est peut-être bon signe si vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Azad. Moi, je pense, j'en sais rien. Mais bref, donc on est dans la syllabe, notre top 100 des joueurs NBA de 2023. On rappelle un peu le principe. On a déjà une playlist de à peu près 100. Allez, 110 noms, on pioche dedans des noms au hasard et on les classe. En fait, on construit en direct le classement. Donc pour l'instant, on n'a fait qu'un épisode, donc on a un top 5. Et aujourd'hui, on prend 5 nouveaux noms, un peu au hasard, un peu random. On va les classer, on va en discuter et les rajouter au classement. Et donc, à la fin de cette émission, on aura un top 10. Voilà un peu pour le principe. Et donc, avant qu'on aborde les noms du jour, que d'ailleurs je peux citer rapidement, on a des Trae Young, on a des Marcus Smart, on a des Quentin Grimes, des Wendell Carter Jr. et des Evan Mobley. Mais avant cela, petit point classement, du coup, est-ce que tu as des réclamations sur le classement qu'on a actuellement ? D'ailleurs, je peux le rappeler, vu qu'il est quand même assez rapide. Pour l'instant, on a un top 5 qu'on a fait avec Amine la dernière fois. On a Paul George numéro 1, Bradley Beal numéro 2, Jeremy Grant numéro 3, Kyle Anderson numéro 4 et Hayward numéro 5. Est-ce que tu as des réclamations par rapport à ce classement ?
Euh, Pas vraiment. En fait, vu que j'ai pas entendu l'épisode, je sais pas quel était l'argument de mettre Jeremy Grant devant Kyle Anderson, mais je me demande à quel point Kyle Anderson n'a pas plus un impact positif que Grant sur la saison de son équipe. Donc voilà, c'était peut-être un peu ma seule question, mais j'ai pas entendu l'argumentaire, donc difficile de donner mon avis dessus. Oui, bah, c'était un peu la bataille entre les deux. Amine était plutôt Kyle Anderson, moi j'étais plutôt Jeremy Grant. Je crois qu'il avait même Kyle Anderson au-dessus assez haut du coup, mais il y a le côté création de Jeremy Grant qui ressortait. Mais effectivement, bon. Et de l'autre côté, Kyle Anderson, plus petit volume et tout ça, mais c'était un peu la bataille entre les deux. On peut encore les bouger, on peut encore les bouger. Et sur le cas de Gordon Hayward, c'est vrai que Amine était aussi un peu pour dire que, bon, peut-être qu'à la fin, Gordon Hayward pourrait un peu sauter de ce top 100 si on le remplace par d'autres. Mhm. Qu'est-ce que t'en penses un peu de la candidature d'Hayward? Je crois que t'es pas très chaud non plus, non? Bah, c'est plus en termes, c'est un impact qui est un peu nul dans une équipe nulle. Donc, je pense que au fur et à mesure du top 100 qui va commencer à se nourrir, il va glisser plutôt vers le bas et probablement pas rester parce que c'est, en fait, ces équipes-là qui ont vraiment, même l'équipe en elle-même a pas d'impact sur la ligue et du coup, bah, tu vois, c'est un joueur qui a pas vraiment d'impact dans une équipe qui sert pas à grand-chose au sein de la ligue. C'est un peu, enfin, ça multiplie un petit peu le non-impact du joueur. Et du coup, oui, je pense qu'au fur et à mesure du top 100, il va finir par disparaître. Ok. Donc je note hein, pour Kyle Anderson, si on a encore quelqu'un qui nous fait la remarque, effectivement, on fera le changement, puisque le Basket Lab est très démocratique, comme tout le monde le sait. Euh, oui, donc sur les Best of the Rest aussi, rapidement, on avait abordé Trey Murphy, qui n'était pas dans la playlist, mais qui du coup pourrait y rentrer. On en discutera un jour. Toi, je sais qu'il y avait un autre nom qui te titillait un peu. Il y a deux noms qui me titillent. Il y en a un qui me titille parce qu'il est dans le best of the rest au lieu d'être dans la playlist du top 100. C'est Franz Wagner, du Ouais. coup, qui pour moi fait clairement partie du top 100 assez aisément. Et il y a par contre un nom du top 100 que j'aurais voulu enlever, c'est celui de RJ Barrett, qui pour moi par contre a pas vraiment sa place dans un top 100 de joueurs à impact positif, parce que bah, globalement l'impact qu'il a sur le collectif des Knicks, je pense qu'il est mauvais. Et pourtant sur des grosses minutes. Donc en plus pour moi il cumule beaucoup de minutes et beaucoup de matchs joués sur un impact qui est négatif et du coup c'est vraiment, tu vois, ce serait plus une candidature que j'enlèverais pas parce qu'il a pas assez joué ou qu'il a pas eu d'impact, mais parce qu'il a un impact trop négatif sur un trop gros volume. Ok, je note. Je crois qu'on va en discuter bientôt de RJ Barrett, du coup, qui lui fait partie de la playlist. Mais comme dit, c'est vrai qu'avec avec Trey Murphy et Franz Wagner, on en avait parlé avec Amine, j'avais peut-être le côté, comment dire, me mettre en opposition de parfois des gens qui s'enflamment sur les jeunes. Peut-être que j'étais un peu dans la Mhm. surcompensation là-dessus. Parce que je pense que souvent on voit les jeunes un peu trop beaux, alors que justement il faut leur laisser un peu de temps. Mais effectivement, je suis peut-être allé un peu trop loin, donc Trey Murphy et peut-être Franz Wagner. Franz Wagner, la candidature en deux mots, c'est un joueur polyvalent et efficace, c'est ça? Polyvalent, efficace, qui arrive à jouer on-ball et off-ball, qui est polyvalent en attaque et en défense, et qui participe quand même grandement à ce que bah, ils arrivent à avoir un niveau presque équilibré sur la deuxième partie de saison à Orlando, parce que la défense est très bonne et lui il participe à cette très bonne défense par sa polyvalence, et il arrive à faire que l'attaque soit pas complètement catastrophique par sa qualité de création et sa qualité de finition, en Ok. restant efficace. Donc pour moi, ouais, ça reste un joueur qui mérite sa place ici. Ok, bah je note, alors on en discutera plus en détail, je pense. Et tiens d'ailleurs, petite question. Tu parles de Franz Wagner, mais Paolo Banchero n'est pas non plus dans la liste. Est-ce que tu considères que Wagner est plus, a fait une meilleure saison, a été plus valuable? Oui, 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 oui. Totalement. Bah pour des raisons d'efficacité, hein, tout simplement, pour des raisons de rôle aussi. Je pense qu'il a été mieux utilisé aussi Franz Wagner que Banchero, mais ça on en avait parlé dans l'épisode sur Orlando que l'utilisation de Banchero et son inefficacité rendait sa saison un peu compliquée quoi. Malgré les 20 points de moyenne et le titre de rookie de l'année, ça en fait pas une bonne saison pour autant. Ok.
Ok, eh bien, je note tout ça. On fera le point soit au milieu, soit à la fin. On verra. Mais deux belles candidatures, du coup, Trey Murphy et Franz Wagner pour discuter. Bah tiens, tant on parlait de Franz Wagner et Paolo Banchero. On a aussi un joueur du Magic, du coup, aujourd'hui, parce qu'on a Wendell Carter Jr. Donc oui, sur la cuvée du jour, je rappelle les noms. Wendell Carter, on a Quentin Grimes, on a Evan Mobley, Marcus Smart et Trae Young. Question habituelle, comment toi tu t'en es dépatouillé pour les classer les uns par rapport aux autres avant qu'on en discute en détail et avant qu'on les insère au classement, mais les 5 entre eux, comment tu les as classés? J'ai mis Marcus Smart en premier. Ouais, Non. Alors, j'ai mis Trae Young en premier, forcément, ouais. même s'il a pas forcément une saison très simple, on en reparlera. Et après, deuxième, j'ai hésité pas mal entre les trois, Wendell Carter, entre Evan Mobley et Marcus Smart. Et j'ai pris Evan Mobley en deuxième. J'ai mis Marcus Smart en troisième. Wendell Carter Jr., je laisse en quatrième. Et ça, c'est plus le collectif, en fait, qui fait que ça reste un impact positif, mais dans une équipe qui est nulle. Enfin, en tout cas, qui participe pas aux playoffs et ni au play-in et qui est pas vraiment compétitive. Et le dernier, j'ai mis Quentin Grimes, mais qui a quand même un impact positif, mais qui est venu plutôt en deuxième partie de saison. On regardera un petit peu quand on parlera de lui, mais il a un peu connu 2 saisons, le avant et après All-Star Game, surtout au shoot. Et puis il a un rôle et un usage qui est plus petit, donc aussi c'est pour ça qu'il a perdu un peu des passes, mais ça reste quand même 5 bons joueurs. Il y avait pas trop de canards boiteux, je trouve, dans ce 5, dans ce line-up. Oui, et pas de Franz Wagner, effectivement. Mais non, je chambre. Non, j'ai le même classement que toi, mais peut-être pas avec Ok. les mêmes fourchettes, je pense. Donc Trae Young en 1, Evan Mobley pour moi 2 assez clairement. Je pense que tu as l'air un peu plus partagé. Et après, je me posais la question pour Marcus Smart et Wendell Carter Jr. Sur le 3-4, je sais pas. Et Quentin Grimes en 5. Mais c'est vrai que, alors pour le coup, c'est peut-être aussi des philosophies différentes, mais tu vois, j'ai tendance à pas mal décorréler le contexte du joueur. C'est pour ça d'ailleurs que Gordon Hayward, bon ben oui, il est nul dans une équipe nulle et du coup il est moyen dans une équipe nulle et ça se voit moins. S'il faisait la même chose dans une bonne équipe, on dirait sans doute profil hyper valuable, etc. Mais du coup, comme l'exercice du jour, c'est de juger un peu le côté intrinsèque, peut-être que je décorrèle beaucoup, peut-être trop, je ne sais pas, du contexte, mais j'avoue que la candidature de Wendell Carter, ouais, m'intéresse. Donc, mais pour l'instant, j'ai ce classement-là, effectivement. Mais ok. Eh bien, attaquons d'entrée, si tu veux bien, avec notre premier joueur du jour. On peut partir sur Evan Mobley, par exemple, si ça te va. Je rappelle rapidement le profil 34 minutes de jeu par match. Evan Mobley, 79 matchs cette saison. Et au niveau de l'efficacité, 102 de true shooting plus, donc 2% au-dessus de la moyenne NBA au scoring sur un usage de 20%, ce qui n'est pas non plus énormissime. Donc voilà un peu pour le topo vite fait. C'est vrai que pour te lancer, on n'est pas sur un attaquant très accompli encore, mais on est déjà sur un défenseur d'élite. Oui, bah c'est ça qui lui permet d'être deuxième, c'est clairement pas l'attaque, qui a encore pas mal de défauts, mais c'est un super défenseur. C'est le défenseur derrière Sabonis qui a défendu le plus de tirs au panier cette saison. Donc tu vois, en termes de volume, d'impact, il a il a un gros impact au cercle, avec une différence de 6,3% sur les tirs au cercle qui sont pris quand il est le défenseur. Donc, il a un impact assez positif sur la défense et un gros volume, beaucoup d'activité. Et en plus, il a ce côté qui peut switcher. Il est agile, il peut défense un peu plus le périmètre. Et en plus, ce qui est vachement bien dans son profil, c'est qu'il peut se plugger à côté de Jarrett Allen et qui peut aussi être le seul intérieur sur le terrain. Donc défensivement, c'est très 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 positif. Oui, d'ailleurs un peu dans la course au défenseur de l'année, hein. Selon beaucoup, il aurait pu mériter le trophée. Donc on est sur ce niveau-là de défenseur. C'est vrai que peut-être la petite nuance qu'on pourrait mettre sur le côté défensif, c'est à quel point est-ce que le niveau de performance était aussi corrélé avec la présence de Jarrett Allen, quoi. Parce que les Cavs ont la meilleure défense de NBA ou pas loin, je crois, ça se joue au 10e près. Mais c'est vrai qu'il peut-être que comparé à d'autres, et c'est peut-être ça qu'a joué notamment en faveur de Jaren Jackson, il y avait ce côté, il est pas tout seul, il porte pas la défense tout seul, mais on est quand même sur un profil au-delà du niveau de jeu, pardon,
on a aussi un profil qui peut tout faire en fait, qui a de la protection du panier, tu en as parlé. Sur pick and roll, il peut à peu près tout faire en termes de type de couverture agressive ou pas agressive. Il peut faire du switch. Il peut aussi évoluer en tant que le fameux low man, donc un peu le safety défensif en deuxième rideau, quand Jarrett Allen est sur pick and roll par exemple, face au ballon. Donc c'est vrai que le niveau défensif est sans doute, on est calibre défenseur de l'année ou calibre all defense très clairement. Et bon, d'ailleurs, c'est vrai que selon certains modèles stats, ça se voyait pas trop parce qu'on en a parlé dans l'épisode des stats de la saison sur les Cavs justement, mais il se trouve que les adversaires, quand lui était sur le terrain, shootaient extrêmement bien à 3 points. C'est un peu une anomalie statistique, comme on dit. Et du coup, si on prend des stats un peu ajustées au niveau du 3 points, parce que il y peut rien quand lui il est dans la raquette ou il est quelque part sur le terrain, il y peut rien que dans le corner opposé ou sur l'aile, il y a un mec qui shoot à 3 points, quoi. Donc c'est pas à son crédit ni à son discrédit. Mais donc si on ajuste un peu au niveau de l'efficacité adverse à 3 points quand il est sur le terrain, en fait on retrouve directement des chiffres, je crois que c'est le RAPM en luck adjusted, donc une stat all-in-one où il est top 4 du coup. Je crois que le LeBron aussi qui est luck adjusted, il est quatrième aussi en termes de score défensif. Donc oui, on est sur un vrai bon défenseur. Après, pour te lancer, qu'est-ce qui vaut en attaque pour toi ? Qu'est-ce qui vaut en attaque ? C'est un peu compliqué parce que il est pas forcément très bien utilisé non plus, ou c'est encore en découverte son utilisation. Donc déjà il y a un problème, c'est le shoot. 3 points, je crois qu'il est à 22% cette saison. Sur les mi-distances, il est à 40%. En fait, il y a que au cercle qu'il est efficace en termes de scoring. C'est pas un intérieur qui va énormément non plus sur la ligne de lancer franc. Donc en termes de scoring, il est encore en développement, il a du mal au post-up. Donc c'est un intérieur qui demande encore à être peaufiné, et en plus voilà, c'est le problème de pas avoir de tir extérieur. Je pense que ça va potentiellement jouer des tours, et en plus du coup ça permet pas vraiment qu'il génère du spacing pour ses coéquipiers là-dessus. À la passe, il y a eu des tentatives d'utilisation. Donc il arrive un petit peu, il peut porter le ballon en contre-attaque et faire une passe dans le bon tempo. Il peut faire du short roll. Il peut aussi un petit peu depuis le post-up faire des passes. Mais il y a quand même une coordination parfois qui est un peu moyenne. On l'a vu sur des short rolls, envoyer des passes sur la planche au lieu de l'envoyer dans les mains de Jarrett Allen. Donc il a que 22 ans et ça se voit. Ça se voit dans son jeu offensif, ça se voit dans sa coordination, dans son corps, qui peut-être est encore en train de grandir. Mais il y a un gros QI basket, mais en fait, le corps suit pas encore les idées, j'ai l'impression. Ouais. Oui, non, mais je suis un peu d'accord. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui le sépare, ce côté passing ou polyvalence ou intelligence, un peu ça qui le sépare de certains profils un peu catch and finish, parce que au final, il a une certaine polyvalence où il peut toucher à tout un peu. Il peut faire un peu de drive, il peut faire de la passe, comme tu dis, sur short roll, etc. Donc il a ça. Mais en vrai, je pense qu'on est, si on devait faire une échelle de valeur, on est quand même plus proche d'un intérieur relativement limité en attaque que d'un vrai bon attaquant qui peut faire plein de choses très bien, quoi, non ? Pour l'instant, oui. En fait, je pense qu'on fantasme un petit peu et qu'on se projette quand on imagine ce qu'il pourra devenir. Mais de ce qu'il est actuellement, c'est pas quelqu'un qui a beaucoup de skills et qui peut créer pour lui-même, et qui est plus sur pas du catch and finish, mais quand il essaye de faire autre chose pour l'instant, il y a de l'idée, mais c'est pas, la réalisation est pas très bonne, et mais au moins il essaye. Et donc tu sens qu'il y a cette volonté de le développer en tout cas, et ce qui, je pense, joue aussi sur son manque d'efficacité, parce que s'il faisait que du catch and finish, il serait beaucoup plus efficace, mais il développerait pas ces aspects-là de son jeu. Donc je pense que c'est un petit peu le prix à payer pour qu'il progresse. Ouais, effectivement. J'exagère un peu en comparant avec des Clint Capella ou des profils comme ça de catch and finish, évidemment. Mais tu vois, par exemple, on est sur 75% de paniers assistés. Et ça, on est dans la zone des joueurs de catch and finish, en général. C'est quand même énorme, de 75% de paniers assistés. Et encore une fois, je pense qu'il y a ce truc il peut toucher à tout, mais à quel point est-ce qu'il le fait vraiment, ou en gros volume, ou très bien en termes de qualité, ça, on n'y est pas encore. Et comme on est un peu obligé de juger, on juge que 2023, là, on juge pas le potentiel, bien sûr, mais je pense qu'il y a un peu ce côté-là. Et même, c'est vrai que tu parlais de l'efficacité, c'est vrai qu'il est à peine au niveau de la moyenne, quoi. Il est à plus 2%.
pour un profil comme ça qui a autant de paniers assistés, on s'attendrait quand même à des standards un peu plus hauts. Or, le problème, c'est qu'il est très efficace au panier, notamment, il est relativement grand et assez vif. Peut-être, je dirais pas jusqu'à explosif, mais assez vif et grand. Donc, bonne présence au panier, bonne verticalité. Mais c'est vrai qu'ensuite, oui, le reste, ça coince un peu, quoi. Notamment, il a pas trop de 3 points, ni volume ni efficacité. Et le spacing qu'il apporte, en fait, il l'apporte à mi-distance. Et même là, bon, on est sur 40% d'efficacité à mi-distance, c'est bien, mais comme il en prend pas mal, c'est pas des tirs en soi hyper rentables. Donc, on se retrouve sur ce profil où, il n'y a pas beaucoup de création, mais voilà, une efficacité qui est bonne, mais sans plus, quoi. Donc, c'est là-dessus où, heureusement qu'on peut dire il y a le passing, parce que ça aide quand même pas mal. Ça aide pas mal à compléter son profil. Mais voilà, c'est vrai que pour l'instant, et si on ne juge pas le potentiel, je pense on a affaire à un défenseur d'élite qui est un bon attaquant, mais peut-être pas encore un très bon attaquant comme on peut l'espérer, en fait. Ouais, à voir comment ça va se développer, hein, parce que même le passing, il est positif, mais il est pas encore. Tu peux pas vraiment compter dessus. En playoff, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ils ont manqué un peu d'options. C'est la connexion qu'il a avec Jarrett Allen est assez pauvre et ils ont pas réussi à bien l'utiliser là-dessus, quoi. Et ouais, il y a un manque de coordination et un petit peu il y a de l'idée, mais l'exécution est pas toujours au rendez-vous et c'est ça qui crée un petit peu ces problèmes-là. Et en fait, ça s'est pas mal vu au révélateur des playoffs face aux Knicks. Ça, plus le spacing, à mon avis. C'était un vrai problème des Cavs. Hein. Le côté Jarrett Allen est un non-shooter, Evan Mobley est un non-shooter, en tout cas pas respecté dans un niveau de playoff. Le troisième aussi, le poste 3, n'importe qui, à part Cedi Osman, mais à part ça, ils n'étaient pas respectés, donc ça faisait pas beaucoup de spacing pour Donovan Mitchell et pour Darius Garland. Mais bref, tu me dis hein, si tu as d'autres choses à rajouter sur son profil. Défensif, ouais. Le oui défensif, tu sais, tout à l'heure on parlait de est-ce que c'est dû à Jarrett Allen ou pas un petit peu, s'il y avait une bonne défense ou pas. Et donc quand il est tout seul sur le terrain ou quand il y a Jarrett Allen avec lui, les adversaires ils tirent aussi bien à 3 points, donc on est à 38.5 à peu près. Et il y a un meilleur defensive rating avec seulement Evan Mobley sur le terrain qu'avec Evan Mobley et Jarrett Allen. On passe de 111,7 avec Jarrett Allen à 110,8 juste avec Evan Mobley. Donc ça tendrait à dire que même sans Jarrett Allen, tu peux construire une bonne défense autour d'Evan Mobley comme intérieur et qu'on se demandait un petit peu le poids de Jarrett Allen sur sa bonne saison défensive. Je pense qu'il y a un impact, mais je pense qu'il faut quand même bien souligner le fait que peut-être que la bonne saison défensive de Jarrett Allen est aussi due en partie à un Evan Mobley qui est super polyvalent et qui peut un peu tout faire autour de lui, quoi. Je ne suis pas sûr d'être d'accord, mais on abordera ça avec Jarrett Allen, je pense. mais oui, alors le oui, pardon, c'est le with or without you. Donc on essaie un peu de séparer les minutes quand il y a les deux sur le terrain, quand il y a un et ensuite quand il y a l'autre. Bon, tu dis que c'est meilleur, mais on est globalement sur des zones très très similaires. Hein. Pour le coup, il n'y a pas de... Très similaires. Mais il n'y a pas d'écart, de gros écarts. Parce que tu dis c'est moins bon, mais 2 dixièmes moins bon, bon, ça va, ça. Oui. On est dans la même zone, quoi. Mais effectivement, mais je pense que c'est peut-être un chantier pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on fait avec cette raquette? Parce que si Evan Mobley n'a pas de shoot, on a vu que le spacing peut vraiment poser problème. Surtout quand le spacing n'est pas compensé par des idées de coaching, mais on n'est pas là pour parler de ça. mais bref. Du coup, où est-ce que tu l'insérerais dans le classement actuel? Alors, très bonne question. Je pense que je le mettrais en dessous de Bradley Beal et au-dessus de Jerami Grant. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, c'est-à-dire 3e sur les 6. Enfin, sur les 5, maintenant, on le rajoute, ça fait 6. Je suis d'accord. Je pense qu'il y a un gap avec le groupe d'en dessous, que ce soit Kyle Anderson, même si c'était Kyle Anderson en 3e. Et oui, c'est vrai que la création offensive de Bradley Beal à haut niveau, oui, je suis d'accord. Ok, eh bien, mettons-le là. Et donc, petit quiz pour finir, hein, puisque les auditeurs aiment bien les petits quiz. Il y a des quiz.
Et oui, on fait des quiz très light par contre. C'est que des kickers sur le terrain. Et le but, c'est de rappeler à nos éditeurs des bonnes actions, de très belles actions de cette saison. Comme ça, ils peuvent soit jouer avec nous, soit aller les voir en direct sur YouTube. Et donc, mini quiz kicker sur le terrain, c'est le 27 mars 2023. Nous sommes contre les Houston Rockets. Et c'est une action où Evan Mobley prend 3 rebonds offensifs. Et sur le 3e, il fait un poster dunk sur 2 joueurs des Rockets. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Ok, alors, Isaac Okoro. Pas sur le terrain, non. C'est un autre. Tu paniques, tu paniques là, Azad. C'est facile. J'étais pas prêt du tout. Cedi Osman, du coup? Oui, Cedi Osman, ouais. Ok, Garland Mitchell. Je pense sur le backcourt. Exactement. Il jouait avec... C'était Allen à ce moment-là sur le terrain aussi? Oui, exactement, Jarrett Allen. Donc, t'as les 5 de Cleveland. Et alors après, du côté de la G-League, qu'est-ce qu'il nous reste? Alors, est-ce qu'il y a Sengun sur le poster? Non, il n'aurait pas autorisé ça, Sengun. Ça marche, je me disais aussi. Jabari Smith. Jabari Smith est sur le terrain, oui. Kevin Porter Jr. Oui. Jalen Green. Ça commence à faire beaucoup de jeunes en même temps sur le terrain. Là. Non, pas Jalen Green. C'est un autre jeune porteur de balle. Oui, Tari Eason, ouais, il y est, mais je pensais pas à lui. Un autre jeune qui, je crois, depuis a été échangé. Je crois qu'il a été échangé depuis. Alors, on a Kevin Porter, Tari Eason, Jabari Smith, et il nous en manque 2, dont un porteur de balle. Voilà, là, mais je n'ai pas du tout assez regardé Houston, c'est terrible. En fait. je le 24e choix de la draft 2021, donc premier tour, et qui effectivement a été échangé aux Grizzlies. Il est à Memphis actuellement, depuis l'intersaison. Oh bah je sais pas. Il s'appelle Josh. Ça te dit rien, Josh? Christopher? Exactement, Josh Christopher. Et le dernier, indice chez vous, PJ Tucker 2.0. Grant Williams? Non. Non. Grant Williams Rockets en 2023. Alors là, c'est l'équivalent de Nico qui nous avait dit Iverson avec Jokic. Ça, voilà, c'est bon, c'est validé. Du muscle. Je sais pas du tout. Il a un prénom avec un J apostrophe G apostrophe S et T. Tate. Exactement, Jason Tate. Oh là là, tu viens sur le Basket Lab et tu connais pas Jason Tate, ça me désole, Azad. Bon, merci, en tout cas, merci, c'était super. On a le digne successeur de Nico sur les quiz, c'est génial. Je sens qu'on va s'amuser aujourd'hui. Bref, avançons si tu veux bien. Mais tiens, abordons le cas de quelqu'un que tu aimes bien, qui d'ailleurs était un peu pas loin dans le classement, je pense qu'il va être pas loin. Allons sur Marcus Smart, si tu veux bien, du coup. C'est là qu'on va bien batailler. 32 minutes par match, Marcus Smart, cette année, sur 61 matchs. 92 de true shooting plus, donc moins 8% d'efficacité par rapport à la moyenne. La moyenne est à 100. 92 sur 18% d'usage. Azad, j'ai pas de lancement. Par où commencer? Malgré les stats que tu viens de donner, il fait une saison offensive collectivement qui est bonne. En tout cas, il a un impact positif sur le collectif de Boston de manière offensive, mais pas défensive comme les années précédentes. D'accord. Il a été moins bon défensivement cette année que les années précédentes. Et clairement, c'est pour ça que, tu vois, j'ai même hésité un petit peu avec Wendell Carter Jr. à savoir où est-ce que je le mettais. Parce que sur ces saisons précédentes, il était un bien meilleur défenseur que cette année. Mais offensivement, dans le collectif, t'as quand même une équipe à deux visages quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain. Et la partie de saison, il a loupé pas mal de matchs. Il a loupé une quinzaine de matchs. Et les matchs où il joue pas, t'as une attaque qui est moins fluide parce que ça reste un super connecteur. Ça reste un mec qui peut call les plays pour les autres. Appeler les systèmes en français. Qui sait gérer le tempo. Il a une bonne influence sur Jaylen Brown justement quand il est sur le terrain. Et pour tout ça, ça reste
un joueur qui a un impact positif sur le collectif. Et en plus, il avait un super duo avec Derrick White sur les lignes arrière. Quand les deux ils sont sur le terrain, donc Marcus Smart et Derrick White, il y a un net rating de plus 11 avec un offensive rating de 124. Donc voilà, sur 1000 minutes, c'est pas mal. C'est beaucoup dû à Derrick White qui fait une très très bonne saison, mais le duo marchait très bien. Et donc pour toutes ces bonnes raisons-là, il est quand même devant Wendell Carter Jr., mais ça reste quelqu'un qui est pas très efficace au shoot, comme tu l'as dit. Qui en plus fait une moins bonne saison défensive que d'habitude. Du coup, bah ça enlève un petit peu tout l'apport qu'il peut avoir habituellement sur ce profil-là, quoi. Ouais. Mais je pense que Marcus Smart est un peu ça a toujours été comme ça en carrière. C'est-à-dire être valuable malgré une efficacité au scoring individuel. Et c'est un peu le symbole de pourquoi est-ce que il faut pas regarder que l'efficacité, mais plutôt essayer aussi de regarder des stats un peu sur le terrain, justement, de on-court, de on-off, des stats un peu des plus-minus, enfin pas plus-minus, mais d'impact collectif au sens plus large que simplement par son prisme individuel, parce qu'en fait, il a toujours eu des chiffres très très bons, en fait. Hein, donc malgré son manque d'efficacité, et on peut le regretter, et on ne peut pas l'oublier non plus, mais malgré ça, c'est vrai qu'on a toujours de bons chiffres. D'ailleurs, encore cette année, il a les chiffres de on-court, donc c'est-à-dire à quel point est-ce que Boston était bon quand lui était sur le terrain. On est encore sur un plus 6 carrément. Bon, à nuancer parce qu'il n'a pas un rôle majeur, mais par contre, si on recoupe avec toutes ses années en carrière, bah, il a toujours été positif. Donc, sur un gros échantillon, on peut tout de même commencer à se dire que ça peut être significatif. La seule différence, c'est que son on-off est pas bon cette année, mais je pense que c'est juste le fait que il y avait Derrick White et il y avait Malcolm Brogdon qui étaient de très bons joueurs. Donc, forcément, quand lui sort du terrain, on remplace par quelqu'un de bien. Donc le on-off est pas forcément aussi spectaculaire qu'avant. Mais bref, non, oui, t'as dit un truc aussi. Je pense qui m'intéresse, c'est par rapport à la défense. Je me pose la question de est-ce que réellement la défense a été moins bonne que par le passé, parce que j'ai un peu l'impression que dans certains cas, on en vient un peu à inverser la cause et la conséquence, si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que l'an dernier, comme il a été élu défenseur de l'année, on suppose qu'il a été génialissime, alors que cette année, il n'a pas été élu. Il a été moins bon. Du coup, c'est réfléchir un peu à l'envers, c'est réfléchir selon les récompenses. Mais je voulais un peu te poser la question, toi qui l'as vu vraiment sur beaucoup de matchs, quasiment tous. Est-ce que vraiment il était moins bon cette année, et en quoi ? Pas sur les playoffs. Donc il y a quand même une différence entre ce qu'il a fait en playoffs et en saison régulière. Mais en saison régulière, il y a eu un manque de discipline et d'énergie assez collectif sur les lignes arrière à Boston, dont il fait partie et dont il est le leader. Et clairement, Derrick White, par exemple, a été un meilleur défenseur cette saison, avec plus de discipline, plus d'impact. Mais après, les choses qui sont intangibles à Marcus Smart, c'est qu'il est capable de switcher sur des grands, et ça, il le fait toujours. Mais ça va être plus dans l'énergie, la discipline et comment les lignes arrière en fait se sont comportées de manière collective à Boston. En fait, ça a été vachement moins bon que les années précédentes. D'accord. Mais après, du coup, c'est aussi potentiellement lié au coaching, parce que la tactique était vachement différente cette année avec un small ball. Et du coup, avec moins de Robert Williams, donc ça a peut-être aussi joué sur le défenseur qu'il est et sur ce qu'il a fait en défense. Mais dans la discipline et l'énergie, il y avait quand même moins d'impact que sur les années précédentes. Mais voilà. Après, oui, c'est sûr qu'il y a maintenant, on le regarde à travers le prisme de l'ancien défenseur de l'année. Et c'était spécial qu'il ait le défenseur de l'année. Moi, j'étais content pour lui. Et d'un autre côté, il est passé d'un défenseur presque sous-estimé à certaines périodes à quelqu'un de surestimé qui aurait pas forcément mérité un trophée de défenseur de l'année parce que ça reste un arrière. Mais d'un côté, c'est toujours un peu spécial ces trophées quand ils arrivent pas. Tu dis qu'ils mériteraient quand même, et que pour rendre hommage à sa carrière et puis même à tous les arrières qui font un travail très important sur la défense. Et de l'autre côté, une fois qu'il a reçu le trophée, t'as ce côté-là de genre, en fait, maintenant, tout le monde est en train de voir encore plus les quelques défauts qu'il peut avoir en défense ou le manque d'impact qu'il peut avoir en défense parce que c'est pas un intérieur. Et du coup, c'est un peu ce bittersweet feeling de aigre-doux. En fait, c'était peut-être mieux quand il n'était pas défenseur d'année, parce que on se rendait vraiment compte du super impact qu'il avait de manière collective en termes de leadership en défense. Alors qu'une fois qu'il est devenu défenseur de l'année, t'as plus de gens qui regardent comment il défend. Et s'il enchaîne sur une saison qui est moins bonne défensivement, comme ça a été le cas, ça se voit un peu plus. Et du coup, voilà, c'était juste un peu comment je voyais Marcus Smart défensivement.
Je pense que effectivement il a été un peu moins bon. Moi, si je devais le juger un peu à la louche, mais n'ayant pas non plus suivi les 82 matchs, quoi. Mais je l'ai trouvé légèrement moins bon, mais je pense qu'il y a peut-être une vision de, il est passé de défenseur de l'année extraordinaire à beaucoup plus banal cette année, alors que finalement, bon, il est peut-être un peu moins bon, mais les niveaux sont pas si différents que ça, en fait. Je trouve, hein. Mais peut-être que c'est moi qui suis interprète des avis sur Internet, peut-être. Mais voilà, toujours très très valuable au niveau de la défense, et heureusement d'ailleurs, puisque effectivement, s'il n'y avait pas la défense, je suis pas sûr qu'il y serait dans le top 100, parce que bon, il y a quand même pas mal de bons points, hein. Il y a le côté connecteur, il y a le côté même créateur, passeur, pas juste fluidifier le jeu, mais il peut faire de la création. D'ailleurs, ça l'a pas aidé le fait que Rob Williams soit assez absent, parce que c'est aussi un passeur qui aime bien avoir une menace verticale, et il l'a pas trop eu cette année, quoi. Ouais. Oh bah ils ont la saison précédente, il y avait beaucoup de matchs qui commençaient par un pick and roll de Smart et Robert Williams pour finir en alley-oop ou pour créer justement des espaces dans les corners. Et les 2 dernières saisons où Smart a joué beaucoup plus meneur, on s'est rendu compte aussi nous, en tout cas fans de Boston, on était déjà un petit peu au fait, mais les gens se sont rendus compte du très bon passeur qu'il était, et pas seulement comme connecteur, mais aussi comme initiateur. Et je pense que Memphis va vraiment pouvoir l'utiliser aussi dans ce rôle-là, surtout avec la suspension de Ja Morant. Ouais. Donc voilà, je pense que même s'il n'y avait pas la défense, offensivement, même s'il n'est pas efficace, il y a tout ce qui permet de faire en termes de passing, de connecteur, et même sans être efficace, il crée du spacing parce qu'il en prend tellement des 3 points que t'es quand même obligé de le défendre, que je pense que même sans sa défense qui est très positive, il mériterait quand même une place pour ce qu'il peut apporter offensivement. À côté de Franz Wagner, du coup, je suppose. Mais non, mais effectivement, je pense qu'il y a un impact global qui reste encore bon. Mais tout de même, par rapport à d'autres candidatures, il y a de la valeur qui fuit, notamment parce qu'il prend pas mal de tirs et qu'il n'est pas très efficace. Donc c'est un peu le problème, je trouve. Bon, 33% à 3 points, on est en dessous de la moyenne, sur pourtant plus de 5 tentatives et demie par match. Mais à la limite, c'était déjà un peu le cas l'an dernier. Il est aussi à 30% sur les longs tirs de points, ce qui n'est pas très efficace. Il est plutôt pas mal sur drive, dans la moyenne. C'est-à-dire que sur les joueurs qui font, je crois, plus de 7 drives par match, il est 50e sur 90 au niveau de l'efficacité sur les tirs en fin de drive, lay-up plus lancer franc, tout compris. Donc plutôt pas mal, mais le problème, c'est que c'est son régime de tir en fait qui fait qu'il n'est pas très efficace, parce qu'il est pas mal sur drive, mais il en prend pas tant que ça. Il en fait pas tant que ça des drives, et au contraire, il prend beaucoup de 3 points ou sur lesquels il est pas très bon, comme on a dit, pas non plus des tonnes de lancers francs. Et voilà, sachant aussi que la moyenne NBA a bien monté entre l'an dernier et cette année, et ce qui fait que, oui, sur les chiffres bruts, il est à peu près pareil, hein, entre 1,08 points par tir au global l'an dernier et 1,07 cette année. Mais sauf que comme la moyenne a monté, du coup, le même chiffre est moins valuable et plus loin par rapport à la moyenne comparé à l'an dernier. Donc il y a ce truc-là. Et puis, un autre aspect où la valeur fuit, à mon avis, c'est les pertes de balles. Je pense, parce que on a un bon passeur, on a un bon connecteur, même créateur, on peut le dire, mais il y a aussi quand même pas mal de déchets au niveau des pertes de balles. Malheureusement, on est à plus de 15% de turnover percentage, ce qui, si on prend les minimum 20% d'usage, donc minimum un certain volume d'utilisation comme lui, hein, pour comparer avec des gens un peu similaires, minimum 20% d'usage, il est centième sur 107 au niveau de la propreté, au niveau des turnovers. Donc on est plutôt vers le bas et plutôt vers les très beaucoup de déchets, on va dire. Même si, encore une fois, l'image globale, elle est bonne, elle est valuable, c'est un joueur qui peut être utile et même impactant, y compris en attaque. Mais j'avais quand même, moi, ces 2 petites nuances au niveau de la valeur qui fuit de par l'inefficacité ou de par les turnovers, et ce qui fait que, si on peut transitionner vers le classement, du coup, je l'avais un peu logiquement derrière Evan Mobley, moi, de mon côté. Oui, sur les 5 du jour, oui, derrière Evan Mobley. Et après, ça fait partie de la valeur qui fuit de la Marcus Smart expérience aussi, hein. Ouais. Après, voilà, c'est un joueur à émotion, disons. Et du coup, qui peut faire des trucs fantastiques et qui peut aussi perdre j'ai écrit un article au moment où il est parti de Boston, et je disais dans l'article qu'il peut contrer un 7-footer et l'action d'après, envoyer un 3 points en contre-attaque en airball, quoi. Donc voilà, il peut faire des choses qui sortent du naturel, et il peut aussi parfois complètement déconnecter, mais il y a quand même beaucoup de positifs, et je pense qu'il fitait bien aussi dans ce rôle-là.
Je pense que ce Boston avait besoin d'un Marcus Smart parce que c'était quand même une équipe très facile à lire offensivement et peut-être les deux seuls qui étaient pas des joueurs trop faciles à anticiper, c'était lui et Derrick White qui apportaient un petit peu de variance, un petit peu de créativité. Et je pense que ça va manquer à Boston ça l'année prochaine. Après, du coup, ça va être un autre type et espérons que le coaching aussi arrive à créer un peu plus une attaque qui soit moins facile à lire. Mais en fait, ce côté un peu faux follet permettait quand même de créer parfois un peu des différences au-delà du système qui est un peu rigide, je dirais, chez Boston. Et donc, classement, où est-ce qu'on l'insère? Moi, je le mettrais au-dessus de Jeremy Grant, mais parce que je le mets dans le contexte d'une très bonne équipe. Et du coup, pour moi, ça a plus d'impact que Jeremy Grant, qui est plus dans une autre team. Et en plus, qui est un joueur, Jeremy Grant, du peu de ce que je comprends de Portland et du joueur, que je trouve pas inséré dans un collectif. J'ai vu qu'il avait fait une très bonne saison en termes de métriques individuelles, mais c'est pas un joueur que je trouve intégré dans un collectif, alors que Marcus Smart, c'est un joueur qui a un impact collectif sur son équipe, et du coup qui lui à l'inverse a pas des très bonnes métriques individuelles, mais qui a un très bon impact collectif, et du coup c'est pour ça que je le mettrais au-dessus. Oui, ça peut s'entendre, effectivement. Ça peut s'entendre. Je pense qu'on peut le mettre là, effectivement. D'ailleurs, si on raisonne en termes de fourchette, peut-être, la fourchette haute, ça serait à peu près à ce niveau-là. La fourchette basse, ce serait peut-être, pour ceux qui pondèrent beaucoup l'inefficacité derrière Kyle Anderson, peut-être, je ne sais pas, en termes de variance. Mais d'ailleurs, si on inverse Kyle Anderson et Jeremy Grant, par exemple, tu le mettrais au-dessus ou en dessous de Kyle Anderson? Je mettrais au-dessus aussi. D'accord. Mais parce qu'il y a le rôle est peut-être moins important de Kyle Anderson. Il y a Marcus Smart fait peut-être un peu plus. Et après, j'ai pas les chiffres par contre d'efficacité de Kyle Anderson sous les yeux, donc c'est un peu plus au feeling là. Il est au niveau moyen de NBA, 100 avec 14% d'usage. Donc moins de volume, mais en même temps un peu plus efficace. Donc je sais pas, je crois que je l'aurais aussi légèrement au-dessus de Kyle Anderson. Ou un peu les deux en bataille. Ouais, c'est pas impossible qu'au final, on redescende Jeremy Grant un peu et qu'on mette les deux Smart et Kyle Anderson, en duel. Ok, bah faisons comme ça alors, si ça te va. On le met juste derrière Evan Mobley. Hop, si j'arrive à le noter. Ok. Et donc, petit quiz. Nous sommes le... Si je me trompe sur celui-là, par contre... C'est un kick est sur le terrain, évidemment. Et nous sommes en mai. Nous sommes le 8 mai 2023. Le buzzer beater qui n'a pas compté contre les Sixers, malheureusement. Buzzer beater de Marcus Smart. Tu t'en souviens sans doute sur cette série contre les Sixers. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain? Il y a Embiid. Ouais. Melton. Pas Melton, non. Ah putain, il l'avait pas mis. Maxi Harden. Ouais. On rappelle que c'est l'action juste après le 3 points de Harden sur la prise à 2. Ouais. Putain, d'ailleurs, cette prise à 2. PJ Tucker, il le laissait encore. C'est le début de série, il laissait encore PJ Tucker sur le terrain. Exactement. Tac. Et du coup, le dernier larron du côté de Philadelphie, c'est Monsieur Tobias Harris. Exactement, c'est Tobias Harris. Et est-ce que tu as ceux de Boston? Jaylen Brown, Tatum, White et Horford. Oui, effectivement. Bon, ça allait plus vite. On peut aller sur... Bah tiens, Quentin Grimes, c'est intéressant. Qu'est-ce que Quentin Grimes, si je te fais un peu le topo, 30 minutes par match, mine de rien, titulaire, un gros temps de jeu dans une équipe d'Enix fonctionnelle et très bonne même. 71 matchs pour Quentin Grimes, 107 de true shooting plus, donc 7% au-dessus de la moyenne au niveau de l'efficacité au scoring, sur un usage assez modeste de 14%, c'est vrai. On peut dire que ça a été la révélation de cette année, ou une des révélations de cette année, pas dans un rôle star, mais valuable tout de même.
Ah bah clairement. Et en plus, je pense qu'il a eu ces moments un petit peu de highlight en playoff avec ces matchs à 48 minutes justement. Du coup, je pense que ça, c'est aussi intéressant de voir il a continué à être utilisé beaucoup en playoff comparé à son coéquipier Emmanuel Quickley qui lui a perdu des minutes en playoff. Et c'est quand même un bon indicateur aussi d'un peu d'un impact collectif d'un joueur de ses minutes en playoff comparé aux saisons régulières. Oui, oui, effectivement. Sachant qu'il a été drafté il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, et que l'an dernier, il était encore un peu role-player. Et c'est vrai que ce qu'on aime bien chez lui, c'est que, comme je disais, il n'y a pas de création, on n'est pas sur ce niveau un peu star, peut-être on peut dire. Ou alors il va nous faire un Jimmy Butler, ça va sortir de nulle part. Mais a priori, on n'est pas trop sur ce profil-là de créateur, mais connecteur par excellence, notamment. Exactement, connecteur par excellence et en plus qui a un très bon shoot par moment et qui sait faire des bonnes lectures, qui est rapide. C'est un joueur qui offre du spacing en mouvement. Donc on n'est plus sur des joueurs qui sont un peu plantés dans les pieds dans le corner et qui bougent pas. C'est un mec qui est vachement actif, donc en plus qui utilise beaucoup sa rapidité en contre-attaque et offensivement, c'est super à plugger à côté de joueurs avec des gros usage comme Brunson, comme Randle, parce que du coup, il nécessite pas d'avoir beaucoup la balle dans les mains. Et quand il en fait quelque chose d'efficace. C'est-à-dire qu'il prend des tirs dans les bonnes zones où il fait des passes dans le bon tempo. Oui, c'est un peu ça, et c'est quelque chose que, là encore, au niveau des stats, on ne pourra pas le voir, hein, parce que les stats de passing ne peuvent pas refléter ce genre de choses, mais on est sur ce côté connecteur qui apporte du lien en fait à l'attaque, qui ne va pas créer le décalage, mais qui va pouvoir l'exploiter et l'amplifier. Et ce qui est assez génial, je trouve, avec Grimes, c'est qu'on a ce côté de connecteur, comme d'autres peuvent l'être, mais en plus, lui, il a un côté 3 points aussi, déjà, 40% sur les catch and shoot à 3 points, et il en prend quasiment 5 par match. C'est plutôt très bon. Si on prend les gros volumes entre guillemets en catch and shoot, plus de 3 par match, il est 41e sur plus de quasiment 120 joueurs. Donc on est vraiment sur un joueur efficace sur le shoot et qui en plus a le combo shoot et drive aussi. Ça qui est intéressant. Très efficace sur les drives. Bon, sur un volume assez petit et sur des types de drives qui ne sont pas face à une défense arrêtée. Mais oui, on est sur quelqu'un qui a un peu ce double combo, je trouve, et à la fois le shoot, la menace du shoot, mais aussi la capacité à attaquer les close-out, comme on dit. Tu sais, quand quelqu'un se jette sur toi, il a cette agilité et cette fluidité pour finalement attaquer le close-out et aller au panier. Donc, voilà, on n'est pas sur la création, mais on est sur la finition, ou alors de l'amplification, hein, comme on dit, avec ce rôle de connecteur qui va faire le lien entre la création et la finition. Il y a pas mal de drives comme ça et de passes qui surviennent sur on me donne le ballon avec déjà un décalage, j'attaque et je ressors vers quelqu'un ou je fais l'extra passe. Et ça a aussi un profil, ça a pas mal de valeur finalement, même si, encore une fois, ce n'est pas de la création, mais c'est peut-être un des meilleurs dans ce rôle-là de connecteur en fait. Ouais, bah c'est ça qui est un peu bâtard pour lui et qui fait qu'il se retrouve 5e de cette line-up alors qu'il a un impact super positif, c'est qu'il est pas à l'initiative et à la création, mais il l'amplifie super bien et c'est pour ça qu'il était un peu difficile à classer dans ce line-up parce que voilà, il a pas un rôle ni de protecteur d'arceau ni de créateur. Et pourtant, il est super positif sur le collectif d'une équipe et tu vois, c'est exactement ce qu'a manqué du côté de Cleveland, par exemple. Eux, du côté de New York, ils l'avaient. Et Oui. par contre, sur son shoot, je suis curieux parce que j'en ai parlé dans l'intro, mais en fait, sur cette saison, avant le All-Star Game, il tire à 35% à 3 points sur 5 tentatives. Ouais. Et après le All-Star Game, il tire à 45% à 3 points sur 7 tentatives par match. 45. Et du coup, je sais pas vraiment du coup c'est quoi son vrai niveau, parce que du coup j'ose penser que c'est quand même une surchauffe la partie post All-Star Game. Et est-ce que du coup il est au niveau de quoi, de 39-40, ce qui serait déjà énorme en termes de en termes de qualité de shooting. C'est vraiment en fait il y a le potentiel pour qu'il soit vraiment un très très bon shooter à 3 points. Oui, effectivement. Du coup, le vrai niveau, comment dire, s'il faut se fier à quelque chose, c'est ni la première partie ni la deuxième partie, c'est la moyenne globale, quoi. Ouais. Mais comme tu dis, 40, ce serait déjà très très bien. Qu'est-ce que disent les autres indicateurs? Ouais, 80% lancé franc cette année. Ok. Et en fac, on était à 36% à 3 points.
sur la carrière universitaire, presque 37, mais notamment 40% sa dernière année, tu vois. Dernière année à Houston en 2021, la fac de Houston sur pas mal de 250 tentatives. Donc effectivement, ça me paraît pas fou si en effet on est sur un shooter autour des 38, 39, 40% à 3 points. Et ce qui serait vraiment un gros plus parce que pour pouvoir attaquer les close-out, justement, il faut ce degré de dangerosité. Donc oui, on est sur un vrai profil très très valuable à mon avis. Et puis qu'est-ce que tu penses de sa défense d'ailleurs? Il est petit, donc c'est un bon défenseur, mais c'est quand même, il a des limitations physiques. Je sais pas à quoi il est mesuré. Ouais, 6'5", donc 1m96. Il est à un profil assez frêle, mais il a des très bons appuis. Et donc je trouve il arrive bien à jouer ce rôle un petit peu il peut pas empêcher quelqu'un vraiment de driver, mais il peut contenir un petit peu. Il peut utiliser sa vitesse latérale et ses bons appuis pour pouvoir un petit peu contenir des extérieurs, mais il va pas forcément être switchable sur des joueurs plus grands. Il va pas forcément apporter une protection des paniers du coup de manière assez logique, mais sur les extérieurs, en fait, son intelligence de jeu, sa vitesse latérale et ses bons appuis font que pour contenir des extérieurs et des meneurs, c'est vraiment positif. Ouais, je suis d'accord. Je pense que, comme tu dis, certaines limitations de taille, enfin, du coup, pour être polyvalent, quoi, pour être un méga défenseur de switch, mais je trouve qu'on est plutôt sur du 7 sur 10, 8 sur 10 en défense, plutôt que ultra élite sur le ballon, on va dire. Mais par contre, j'aime beaucoup le fait que il est, entre guillemets, juste très bon et pas le meilleur de NBA en défense sur l'homme, mais il y a aussi la défense sans ballon qui est assez intéressante. Ouais. Et on a vraiment affaire à un joueur intelligent qui comprend ce qui se passe sur le terrain, qui a les schémas, qui fait les petites rotations, qui vraiment impeccable sur la défense sans ballon. Pas tant que ça playmaker, je crois, si je dis pas de bêtises, mais on n'est pas sur un énorme intercepteur, mais en termes de défense positionnelle sans ballon, il est toujours bien placé, grosso modo. Donc ça aussi, ça remonte un peu le niveau pour moi. Et donc, si on doit l'insérer dans le classement, où est-ce qu'on le mettrait? Du coup, on va le mettre. En fait, c'est Jerami Grant, il m'emmerde un peu placé comme il est là. Ouais. Mais du coup, je le mettrais derrière Kyle Anderson. Mais je sais pas si, par exemple, je le mettrais pas au-dessus de Jerami Grant aussi pour l'impact qu'il a sur le collectif, quoi. Mais au-dessus de Jerami Grant. En fait, j'ai l'impression, c'est un peu, c'est quoi l'impact qu'a Jerami Grant sur un collectif, en fait? Parce que si c'est juste pour être efficace, mais tu vois, un petit peu, c'était quoi l'exemple de joueur un petit peu efficace, mais pas dans un collectif, à la Adrien Dantley, par exemple? Tu vois, sortir un peu les livres d'histoire. Est-ce que c'est vraiment, enfin, c'est quoi son impact, quoi? Alors que Quentin Grimes sur un collectif, tu vois que l'équipe elle est meilleure avec lui en fait. Et comme tu dis, c'est un connecteur en attaque et en défense, il fait ses bonnes rotations. Il a des limites physiques et des limites à la création qu'il peut pas faire, mais il les fait pas. Donc il a pas d'impact négatif sur son équipe. Et pour moi, c'est plus positif qu'un soliste en tout cas. Donc je l'aurais mis au-dessus de Jerami Grant, mais en dessous de Kyle Anderson. Et vu que Jerami Grant du coup voilà, je le mets derrière Kyle Anderson. Ok, c'est pas impossible effectivement comme je dis qu'on change. Si dès l'épisode d'après ou si à chaque fois tous les épisodes on me dit Jerami Grant il faut le baisser. Mais après pour défendre un peu la candidature, c'est vrai que je comprends ce que tu veux dire et effectivement notamment il y a pas trop de passing avec Jerami Grant, donc il y a pas ce côté liant peut-être que peuvent avoir d'autres joueurs, dont notamment Quentin Grimes. Mais tu vois, c'est pas non plus un profil qui ne fait que du scoring de son côté, quoi. C'est pas le DeMar DeRozan des mauvais jours ou des débuts, on va dire. C'est pas le Rudy Gay. On est, tu vois, 60% de paniers assistés, mine de rien, pour Jerami Grant à Portland, avec notamment 40% sur catch and shoot, sur pas mal de tentatives. Donc ça, tu vois, c'est pas que du pull-up de son côté, quoi. Il y a aussi un côté, il y a aussi un aspect de le catch and shoot à 3 points efficace et à gros volume, hein. Du coup, pareil que Grimes, avec une défense, comment dire, c'est là peut-être où il peut y avoir un peu de discussion. Amine en parlait d'ailleurs, avec ce côté, peut-être que on l'a connu bien meilleur. Il a peut-être pas été au meilleur de sa forme dans ces Blazers 2023. Mais bon, voilà, il y a un côté Grimes, mais qui est plus grand
qui est meilleur en défense sur l'homme et qui peut, en plus, occasionnellement, faire un peu de création tertiaire, on va dire, je pense. Donc oui, il n'y a pas le passing, mais c'est pas totalement non plus le joueur de son côté, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Ok, mais j'ai peut-être un avis trop négatif et en plus j'ai pas écouté l'épisode sur lui et j'ai pas préparé en pensant à lui. Oui, bien sûr, Donc bien sûr. c'est peut-être un petit peu le biais des fois où je l'ai vu jouer et de l'impression que j'ai du joueur qui me fait le mettre aussi bas. Mais oui, Non, mais après il effectivement, faudra voir au fur et à mesure. Hein. faut pas non plus que moi je juge un peu en théorie ou en valeur intrinsèque non plus. C'est vrai également, mais c'est vrai que plus de volume, plus d'efficacité, dont notamment du catch and shoot, etc. Du drive aussi efficace et du drive de création cette fois. Donc, ok, mais par contre, du coup, par rapport à Kyle Anderson, qu'est-ce que tu mettais Anderson au-dessus de Quentin Grimes? Peut-être parce qu'ils ont un peu le même rôle de connecteur, tu vois, en attaque. Du coup, ils ont pas exactement le même parce qu'ils le font de manière différente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est tous les deux des connecteurs, mais qu'ils le font pas de la même manière. Donc, offensivement, tu vois, je les mettrais presque sur un petit peu le même niveau, la même note. Mais défensivement, du coup, Kyle Anderson est plus polyvalent et peut lui faire de la protection protection un peu du panier et enfin voilà un profil un peu plus défensif positif que Quentin Grimes qui est déjà très bon dans ce qu'il fait mais qui lui a des limitations physiques. J'avoue que je me posais presque la question avec Hayward, moi, de mon côté. Parce qu'en fait, Hayward, c'est Grimes, mais sur plus de volume et plus de responsabilité et de la création. Mais on est aussi dans ce profil connecteur, très bon shooter, passeur, même meilleur passeur. Après, c'est vrai que quand on rentre dans l'équation le facteur de qu'est-ce qui s'est passé de facto, Hayward n'a pas été efficace. Hayward n'est plus bon en défense, enfin, beaucoup moins bon en défense parce que blessure, parce que âge, etc. Mais tu vois, au niveau des profils théoriques, je trouve qu'il y a peut-être un biais de... en tout cas, attention à faire... attention au biais de, bah oui, mais finalement, tu échanges Gordon Hayward et tu le mets au Knicks ou dans un bon environnement, tu peux te dire, bah oui, en fait, c'est du niveau de Quentin Grimes, voire même un peu plus, parce qu'un peu plus de volume, un peu plus de capacité. Donc, il y a ce côté-là où je me dis, bon, bah finalement, en soi, bah, enfin, l'environnement de Charlotte affecte peut-être aussi ce côté-là, mais ça me va de mettre Grimes au-dessus d'Hayward pour le côté, bah, de facto, il n'a pas été efficace, Hayward, et de facto, il n'a pas été bon défenseur, donc on peut s'arranger comme ça, ouais. Et il a joué que 50 matchs. Toi qui parles de valeur cumulée, je pense que ça joue aussi qu'il ait joué que 50 matchs, Hayward. C'est vrai, même si sur la syllabe, je comptais pas forcément parler en valeur cumulée et faire la différence nombre de matchs. Alors, quand on a des cas où quelqu'un a que 20 ou 30 matchs, on peut les mettre un peu entre parenthèses, mais entre 50, 60 ou 70, je comptais pas me triturer l'esprit cette fois-ci autant. mais okay. Oui, non, mais t'as raison. Ok, bon, on peut le mettre là. On peut le mettre là entre Kyle Anderson et Gordon Hayward. À voir si Jeremy Grant peut pas descendre du coup aussi. On verra. Et du coup, petit quiz. Donc petit quiz trivia. Nous sommes le 5 avril 2023. On retient bien la date parce qu'elle est importante. Le 5 avril 2023, un poster dunk à Indiana, chez les Pacers. Est-ce que tu es capable de citer des joueurs de ce poster dunk de Quentin Grimes contre les Pacers? Il dunk sur qui? Sur un intérieur. Tac. Est-ce qu'il y a du Jalen Smith? Non, ce n'est pas Jalen Smith. Ok, du coup c'est Miles Turner? Non, ce n'est pas Miles Turner. Bon, alors je vais aller du côté des Knicks pour me rattraper un peu. Du coup, il y a Quentin Grimes. Oui. Il y a... on est sur le quiz difficile du jour, hein, pour le coup. Ok. Bon, c'est bien, comme ça j'ai une excuse. Il y a Emmanuel Quickley. Non. Il y a Julius Randle. Non. Il y a RJ Barrett. Non plus. Hartenstein. Exactement. Hartenstein est sur le terrain. Ok, super. On a un mec. Ok, il y a Hartenstein en poste 4. Quelqu'un qui d'ailleurs est aux Pacers aujourd'hui. Il vient de signer aux Pacers. Ouais, mais j'ai pas du tout suivi l'intersaison, c'est une catastrophe. Est-ce qu'il y a Liberton côté Pacers? Non. Nous sommes le 5 avril. TJ McConnell? Oui, TJ McConnell est là. Ouais. Ok. Il y a Buddy Hield? Oui, Buddy Hield.
Bon, il y en a un, il est introuvable. C'est Gabe York. Introuvable. Gabe York. Ok. Ouais. Il a fait quelques matchs, non, 3-4 matchs de fin de saison. Et par contre, le dernier, il a signé aux Celtics. C'est un ailier défensif. Bichret. Oh là 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 là. On dit son nom de famille. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je crois que tu veux dire Ochea Brissett. Enfin, j'espère en tout cas. oui, voilà, c'est lui. Oui, non, mais tu vois, autant je sais qu'il est catastrophique en efficacité au shoot, autant je sais pas comment prononcer son nom de famille. Mais oui, c'était à lui que je pensais. Et l'intérieur, il s'appelle Isaiah Jackson. Exactement, Isaiah Jackson. Et okay. donc, côté Knicks, il te manque un joueur qui a été drafté très tôt par les Knicks et qui vient de signer aux Pacers du coup, après 4 ans. Il venait de la fac de Dayton. Explosif. Oui, monsieur concours de dunk, Obi Toppin. Exactement, Obi Toppin est là, Hartenstein tu l'as cité, Quentin Grimes, et puis les deux derniers, on en a un qui a joué en playoff, quelques minutes par-ci par-là, et un autre qui malheureusement n'a pas joué en playoff alors qu'il avait un bon salaire. Il y a Derrick Rose du coup ? Non. Il y a Evan Fournier. Evan Fournier est sur le terrain, effectivement. Ah, il fallait le trouver parce qu'il avait joué 2 minutes cette saison, lui. Ah bah oui, je t'ai dit quiz difficile. Ouais. Bon, ça lui apprendra à part signer pour les Celtics en même temps. Et le dernier, du coup, il a joué en play-off, mais il n'a pas beaucoup joué en play-off. Alors, attends. C'est un meneur arrière défensif. Il est écossais. Écossais. Ça te dit rien, ça? C'est un Mac. Il est écossais, c'est un Mac. Mike Callister. Non, là, c'est... McBride. Oui, Miles McBride. Exactement, t'as réussi à choper la page basketball référence. Bien joué. Non, promis, j'ai pas... Non, j'ai les mains sur les genoux. On te croit. Passons à Wendell Carter Jr., qui donc est une candidature qui pourrait venir titiller un peu Marcus Smart. Je ne sais pas. On va en parler. Donc, Wendell Carter Jr., 30 minutes de jeu par match en moyenne. 57 matchs pour Carter Jr., 107 de true shooting plus, donc 7% plus que la moyenne au niveau du scoring et de l'efficacité. C'est bien. Sur 20% d'usage, ce qui n'est pas non plus énorme. C'est vrai que c'est un peu ça l'idée aussi. Hein. C'est un peu comme Mobley. C'est pas tant l'attaque qui est extraordinaire que plutôt le côté polyvalent et peut toucher à tout et un peu valuable partout. Ouais, un peu plus, il s'est un peu plus, tu vois, s'intégrer, je trouve, dans un rôle de connecteur que Mobley. Il est à meilleure exécution quand même offensivement à la passe, et je pense qu'il connaît plus ses limites que Mobley, qui est encore en phase d'apprentissage. Et il y a un peu une impression que il est arrivé presque à un produit fini, malheureusement, un peu tôt. Mais ça fait 2 saisons qu'il a à peu près le même usage, le même true shooting percentage, qui propose à peu près les mêmes choses offensivement. Et du coup, ça fait un joueur un peu plus stable sur lequel tu sais exactement à quoi t'attendre et tu en demandes pas vraiment plus, quoi. Ouais. Oui, mais moi, c'est un peu ça qui me plaît. Alors d'ailleurs, on en avait parlé avec toi dans l'épisode des stats de la saison d'Orlando. C'est vrai qu'il y a... Bon, moi j'aime bien la polyvalence défensive déjà, parce qu'on est sur quelqu'un qui peut faire pas mal de choses en termes de couverture défensive, notamment aussi pas mal de protection du panier, même si cette année il a été moins bon que d'habitude sur les chiffres. Yes. C'est-à-dire qu'à moins de 6 pieds, il inflige une perte d'efficacité de à peine 4%, alors que les autres années, on était plutôt sur du moins 10, moins 11, etc. Bon, le on-court défensif, donc à quel point est-ce que la défense du Magic était bonne quand lui était sur le terrain, ce qui est toujours une bonne indication pour les pivots. Attention à ne pas prendre ces stats pour n'importe quel poste, mais pour les pivots, il y a une bonne corrélation. Vu l'importance du rôle de pivot, on était sur 112 de defensive rating, c'est quand même très, très solide, 78e centile d'ailleurs au niveau des intérieurs, donc mieux que 78% des intérieurs, donc un bon niveau de défense collective quand lui est sur le terrain, et puis notamment même sur les on-court de fréquence de tir au panier quand lui est sur le terrain. On est là encore au niveau du 76e centile, à peine 31% de tirs autorisés au panier lorsqu'il était sur le terrain. C'est vrai que je suis peut-être un peu taquin, mais je me demande à quel point les chiffres défensifs de Carter Jr. sont pas aussi un peu moins bons, parce que cette année, il n'a pas joué avec Mo Bamba, il a joué beaucoup avec Paolo Banchero, et que donc forcément, il n'y a peut-être pas la même présence de
de défense autour du panier. Je sais pas ce que t'en penses. Je pense que ça aide pas d'avoir un 4 qui est rookie et qui est en développement et en plus qui est très utilisé en attaque. Donc comparé à Mobamba, bah c'est sûr que c'est moins bon. Mais on en avait aussi parlé que tactiquement, ils ont adopté un peu un autre style de défense où Ouais. ça amenait plus à avoir des espaces au cercle, mais par contre c'était beaucoup plus difficile d'y accéder. Et du coup, je pense que peut-être que vu qu'il y a une moins grosse perte d'efficacité au cercle quand Wendell Carter défend, mais du coup la fréquence aussi est moindre en fait. Donc peut-être qu'il a l'air moins bon sur les métriques, mais c'est aussi dû à un changement tactique qui a été opéré du côté d'Orlando sur la manière dont il défendait les drives et dont il protégeait l'accès au cercle. Ouais. Mais ça, on l'avait vu aussi. Mais c'est vrai que potentiellement l'effectif autour de lui a impacté ça. Peut-être que apparemment Jonathan Isaac serait prêt pour reprendre début de saison prochaine. Ça serait intéressant de voir aussi à côté de lui ce qu'il peut donner si Isaac arrive à rester debout. Ouais. Non mais c'est un peu mon interrogation parce que pourquoi est-ce que d'un coup, lui qui avait toujours eu de très bons chiffres, d'un coup, il y a des chiffres pas très bons cette année. Il y a peut-être une partie de tactique, où s'il est éloigné du terrain, ben oui, il n'a pas la même influence au panier. Mais ou alors il y a aussi le côté, comme on dit, que quand il est proche du panier, il y a aussi Paolo Banchero peut-être, et que ça n'aide pas. Je ne sais pas, mais comme leurs minutes ont beaucoup coïncidé, et que le profil de Banchero est très différent de celui de Boubamba, bien sûr, qui fait pas non plus beaucoup de choses très très bien, mais la défense du panier est un peu mieux tout de même que Banchero. Voilà, je me demande à quel point c'est pas aussi corrélé ce côté chute au fait que il partage le terrain beaucoup plus avec Banchero qui a pas cette protection du panier. Mais bref, voilà, je pense que tout de même on est sur un défenseur très polyvalent et sans doute peut-être même un peu sous-estimé, je pense, à l'échelle du grand public, à mon avis. Et sur l'attaque, c'est vrai que, tu vois, je me demande à quel point, sur l'attaque juste en elle-même, est-ce qu'il est pas un peu plus fort que Evan Mobley juste sur l'attaque? Il a peut-être moins de potentiel, mais Ah à oui, bien l'heure sûr. actuelle, en 2023, son utilisation est plus efficace parce que il connaît plus son rôle, il sait plus comment le faire. C'est un joueur qui a que 24 ans, mais qui est dans la ligue depuis 6 ans. Donc, qui a aussi une meilleure gestion de son corps dans l'espace, de comment se positionner et qui s'intègre mieux peut-être dans les schémas aussi où il a plus ce rôle de connecteur et en plus il offre du spacing là où C'est ça, ouais. Mobley en offre pas. J'ai plus les chiffres en tête, je regarde en vitesse. Oui, il est à 35%. Ouais, c'est Ouais. ça, ouais. 36, presque 36 ou 35 comme tu dis sur 4 tentatives par match, ce qui est très cool, et avec en plus la finition au panier aussi. Donc tu vois, je me demande, on est sur un même volume et pourtant lui est plus efficace, et le côté spacing pour un protecteur de panier, un poste 5, ça a aussi de la valeur. Donc je pense que sur l'attaque il y a match, quoi. Moi, clairement, je l'ai placé dans le top 25 des joueurs dans le moins de 25 ans. Je l'ai placé assez haut justement pour ça, pour ce qu'il apporte en défense, mais aussi en attaque. Et comme protecteur d'arceau, tu vois, si tu le compares par exemple à un Claxton aussi qui fait de la protection d'arceau et un peu de Ouais. switch, Ouais. Carter Junior, déjà, il crée du spacing. Et quand il est sur la ligne des lancers francs, il est à 73%, pas à 50%. Donc ça aussi, c'est quand même, ça joue beaucoup, quoi. Ouais. Après, évidemment, je pense que Mobley, comme tu disais, a un plus gros potentiel à terme, hein, avec il a des flashs de faire plus et il va pouvoir faire plus peut-être à terme. Je pense que Carter Junior a pas ça, même si on pouvait rêver à un moment donné d'un côté à leur Ford 2.0, mais il a pas du tout les mêmes capacités sur post-up ou de création, même un peu secondaire. Donc je pense que Carter a moins de potentiel, mais assez intéressant déjà, ne serait-ce que par le shoot, en fait, et l'efficacité. Shoot et finition au panier. Donc oui, très intéressant comme profil. Et surtout, tu vois, entre l'inefficacité de Marcus Smart quand il a le ballon et son rôle de défenseur qui, oui, quand t'es extérieur, il y a moins d'impact. Et de l'autre côté, donc la candidature de Carter qui, lui, est efficace sur ses tirs qu'il prend, qui apporte du spacing positif et qui, en plus, a un rôle d'intérieur qui, forcément, a plus d'influence sur une défense que celui derrière. Je me demandais s'il y avait match, en fait. Je pense que les deux se discutent. Après, ça dépend comment tu évalues aussi l'impact du rôle de créateur et de connecteur un peu plus, bien plus positif en attaque de Marcus
comparé à Wendell Carter Jr. qui du coup est plus dans un qui est moins à la création en fait, et du coup ouais ça se discute en vrai, surtout le côté défensif en fait, au-delà de l'attaque où je pense quand même que Marcus est plus positif. La défense de Carter Junior peut-être sur une saison où en plus Marcus Smart fait une moins bonne saison défensive pourrait faire basculer la balance de l'autre côté. Je pense que les deux se valent parce que en plus c'est deux profils différents, donc un peu dur à comparer. Mais pour l'impact offensif, je garderai Marcus devant. C'est peut-être là où on n'est pas d'accord alors. Parce que moi, ok, il y a de la création, mais en même temps, du coup, il a des ballons, mais il en fait pas toujours des bonnes choses, quoi. Il y a un peu ce côté-là aussi, quoi, parce que c'est un peu, voilà, encore une fois, le DeMar DeRozan des mauvais jours ou le Rudy Gay des mauvais jours. Oui, t'as plein de ballons, t'as de la création, mais finalement, si t'as un rendement d'efficacité qui est pas très bon, il y a de la valeur qui fuit un peu, quoi. Et avec Marcus Smart, il y a de la création, il y a un côté création, et notamment sur sa passe qui est très intéressant, mais il y a aussi beaucoup de déchets, comme on a dit, et il y a aussi de l'inefficacité et pas mal de tirs où, de facto, le rôle est plus important en soi, mais il fait fuir aussi plus de valeur parce qu'il prend des tirs et il les rentre pas, quoi. Donc il y a ce côté-là. Je dirais que l'évaluation positive de Carter Jr., ce serait entre Evan Mobley et Marcus Smart, du coup. Donc, et celle un peu plus négative, peut-être en dessous que Kyle Anderson, justement si on insiste sur le côté peu de responsabilité offensive. Ouais, mais je trouve ça quand même assez dur en dessous de Kyle Anderson, mais ouais. C'est la version très pessimiste, ou la version qui un petit peu aussi ne regarde pas forcément son impact parce qu'il est dans une équipe qui est nulle il a toujours été dans des équipes nulles en fait. Et je pense que ça permet pas aussi de se rendre compte du joueur et de l'impact qu'il pourrait avoir. Donc oui, je peux comprendre qu'on le mette aussi bas, mais je pense il y a le biais des résultats qui nous font louper, qui font que les gens se rendent pas compte de la capacité d'impact de ce joueur. Je suis d'accord. Ok, faisons comme ça. On le met au-dessus de Marcus Smart. Ça va, tu m'en veux pas trop? Non, ça va. Un peu quand même. Mettons-le entre Mobley et Marcus Smart et on va se prendre je vais me prendre des bons retours de bâton, je pense. On verra. On va en discuter. Petit quiz pour finir du coup. Nous sommes le 14 janvier 2023. Un match à Utah. Orlando à Utah. Un joli poster dunk sur le Gobert 2.0. Je ne dis pas son nom, mais peut-être que tu l'auras. Du coup. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce poster dunk? Très joli d'ailleurs. Allez voir. On vous encourage à vous aller voir ces petites actions à chaque fois. Poster dunk de Carter Jr. Du coup, il y a Walker Kessler. Ouais. Il y a Lauri Markkanen. Ouais. Il y a Mike Conley. Non, pas sur le terrain. Jordan Clarkson. Oui, Clarkson est sur le terrain, oui. Olynyk. Olynyk n'est pas sur le terrain, non. Ok. Du coup... Il te reste un petit meneur et un petit arrière. Un petit meneur, mais il jouait pas encore Chris Dunn à cette époque-là. Non, c'est un meneur qui a été signé assez cher par les Cavs. Par le Jazz. Petit lapsus. Indice chez vous. Ah, mais oui. Ouais, indice chez vous. Notre ami Sexton. Exactement, Colin Sexton. Donc, Sexton, Clarkson, Walker Kessler, Lauri Markkanen. Et à côté de ça, il y a un petit arrière encore, c'est ça? Un arrière shooter qui a fini aux Lakers, qui n'a pas trop joué en playoff. Oh. Qui a fait Denver, Minnesota. Qui a un nom en junior, quelque chose comme ça, non? Il n'y a pas un nom composé? Pas du tout. Alors là, pas du Ah, donc c'est pas Troy Brown, du coup. Non, c'est pas Troy Brown. Il a commencé à Denver, drafté par Denver. Il a fait quelques années à Denver. Il allait à Minnesota ensuite. Et puis de Minnesota, il est passé au Jazz. Il est revenu, il a été échangé aux Lakers. Et là, il est aux Bucks de Milwaukee, apparemment. Je vois cette année. C'est un Malik. C'est pas possible. Je bloque. Non, je sais pas. Malik. C'est pas Malik Monk, et j'avoue que d'autres Malik en NBA, genre, je bloque là. C'est réel ce qui se passe là ou pas? C'est Malik Beasley. Ah putain, bah oui, ok. Et non, je l'avais pas. Ouh là là. Nico, sois rassuré, on a la relève.
Abonnez-vous au Basket Lab pour plus de contenu comme ça. Vous allez voir, c'est génial. On va faire un podcast la prochaine fois avec toi sur le top 10 des Malik de NBA. Mais bref. Bon, avançons du coup, terminons avec notre Trae Young, dernier joueur du jour. Quasiment 35 minutes de jeu par match pour Trae Young, 73 matchs. 99 de true shooting plus au niveau de l'efficacité, donc moins 1% par rapport à la moyenne. On va en parler, je pense, sur 33% d'usage. Les usages de basketball référence, hein. D'ailleurs, je précise, je ne cite que les usages de basketball référence. Et c'est vrai qu'on a sans doute une saison décevante après la 2022 qui avait été probablement de meilleur acabit. Bah, il a été en difficulté avec son shoot et je pense que en plus on lui a rajouté un autre meneur à côté de lui qui a pas forcément aidé non plus à avoir une très bonne saison. Donc difficile de tout lui mettre sur le dos, mais il a quand même été un petit peu en difficulté avec son pull-up ou sur quand même un assez gros volume, donc il en prend 5 par match, il est à moins de 33%. Alors que la saison d'avant, il était à 37%, je crois, justement, sur ces tirs-là. Et en plus, son volume de catch and shoot a pas vraiment augmenté. Il est passé de 1 à 1,3 par match sur 37%. Mais bon, c'est un petit volume par match pour un tel shooter. Donc, je pense que la réussite à 3 points est quand même quelque chose qui va être très punitif pour un joueur comme Trae Young. Et les saisons où ça va pas rentrer, bah, ça va se voir très vite sur le true shooting percentage, ouais. Mais après, c'est là où le cas de Trae Young est compliqué parce que le contexte a changé aussi. Et on parlera de Dejounte Murray qui fait partie du top 100, bien entendu. Mais je pense que ça n'a pas été un excellent ajout. Et j'étais pas fan à l'époque, et ça s'est un peu vérifié de le fit entre les deux. Je sais pas ce que t'en penses, mais le rajout de Dejounte Murray, notamment, n'a pas augmenté son jeu sans ballon, en fait. C'était un peu le fantasme peut-être de beaucoup de se dire on importe un autre porteur de balle pour ça va débloquer le jeu sans ballon de Trae Young. Or on sait que c'est plutôt des qualités intrinsèques des joueurs. Le côté est-ce que tu joues sans ballon ou pas, c'est pas on te rajoute un porteur de balle et tu deviens Stephen Curry, en fait, hein. Bon, j'exagère un peu, mais voilà, on est passé de quelqu'un qui était à 5% de ses tirs et était des catch and shoot à 3 points l'an dernier, 5%, à aujourd'hui 6% à peine. Voilà, on n'a pas du tout un déblocage, un déverrouillage de qualité off-ball avec l'arrivée de Dejounte Murray. Non, on n'a pas eu trop ça. Il a moins shooté à 3 points que l'an dernier. Et le truc, c'est que on est sur quelqu'un qui utilise beaucoup le mi-distance et beaucoup de tirs créés et générés par lui-même, pour lui-même. Et que voilà, au final, l'impact de Dejounte Murray n'a peut-être pas eu l'impact et la valeur que certains auraient pu souhaiter en termes de diversification offensive de Trae Young. Bah ouais, mais d'un côté c'est logique. Enfin, je me demandais qu'est-ce qu'ils ont bien voulu, enfin qu'est-ce qu'ils ont vraiment espéré offensivement que ça puisse apporter de mettre Dejounte Murray à côté de Trae Young. Je sais pas trop. Je comprends un petit peu le fantasme défensif de dire que avec Trae Young et Dejounte Murray sur le backcourt, t'annules peut-être le côté négatif de Trae Young, même si c'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais offensivement, je comprends pas trop l'intérêt. Et en plus, bon, il y a eu un coach il y avait Macmillan au début de la saison. Après, c'est Quinn Snyder qui est arrivé. Donc peut-être que Quinn Snyder va arriver à créer un peu plus de synergie entre les deux. Mais sinon, c'était vraiment du à toi, à moi. Et offensivement, c'était assez dégueulasse, hein. Et heureusement que contre Boston, ils ont des très bons pourcentages, surtout des Dejounte Murray à 3 points, parce que sinon, la série, elle peut se finir beaucoup plus vite que ça. Mais après, les adversaires de Boston se sont mis à tirer très bien à 3 points pendant les playoffs cette saison. Donc voilà, c'était assez général. Mais concrètement, offensivement, le manque de synergie et en plus les profils qui fitent pas vraiment, ça pose pas mal de questions et je sais pas trop comment Quinn Snyder va jongler autour de ça. Je pense que Quinn Snyder va un peu mieux arriver. Je pense. J'ai un meilleur avis de Quinn Snyder que de l'ancien coach Nate McMillan.
C'était Macmillan l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui s'est fait virer en cours d'année. J'ai eu un doute d'un coup, mais c'est vrai que il y a un point que tu as abordé aussi, le côté 3 points, la réussite à 3 points notamment. Et en fait, son efficacité globale a chuté parce qu'il a été moins bon dans à peu près tous les domaines. C'est-à-dire que l'an dernier, il était 107 de true shooting plus. L'an dernier, 107, c'est quand même très très bon pour son registre de tir et pour son volume, 107. Il était d'ailleurs à 103 et 105 de true shooting plus les années d'avant, donc on était vraiment l'an dernier 2022 excellentissime saison je trouve, et cette année on est passé de plus 7% à moins 1% par rapport à la moyenne, sachant donc que sur les longs tirs de points il était à 52% l'an dernier, ça a chuté à 41 c'est plus la moyenne alors que 52 c'était vraiment excellent sur les longs tirs de points. À 3 points on est passé de 39% à 34 cette année. Et même au cercle, on est passé de 59% à 54%, donc un peu une baisse dans tous les compartiments du jeu. Je sais pas à quel point c'est peut-être lié aussi au plus mauvais spacing, peut-être on peut dire, parce que Dejounte Murray n'a pas la même respectabilité que d'autres vrais shooters, on va dire. Mais bref, mais sur le 3 points, c'est vrai que au final, le 39% de l'an dernier peut ressembler à l'anomalie. C'est plutôt ça, l'anomalie, à l'échelle de sa carrière pour l'instant. Dans le sens où, oui, en carrière, il fait du 32%, 36%, 33%, 34%. Et 39%, c'est la seule fois où il est un peu au-dessus du lot. C'est un peu ce qu'on craignait, je sais pas, mais qu'on projetait pour Trae Young, c'est-à-dire une grande diversité de tirs, des pull-ups à 3 points, des step-back, etc. Mais pas non plus le niveau d'efficacité de Lillard ou de Stephen Curry. Voilà, on est un chapeau en dessous, je pense. Et donc là, on est un peu revenu à la moyenne au niveau du 3 points. On a baissé au niveau des longs tirs de points. Au niveau des drives, il a aussi certaines limitations pour le coup parce que au niveau de la taille, donc on est 1,10 points par tir sur des tirs en fin de drive. C'est au niveau de RJ Barrett, c'est au niveau de Jalen Green, c'est au niveau de Franz Wagner, c'est au niveau de Fred VanVleet, CJ McCollum. Donc pas trop des bons drivers pour le coup. Sur les gens qui font minimum 10 drives par match, 35e sur 48 à l'efficacité. À côté donc de Fred VanVleet, McCollum, voilà, c'est pas top. Et même au niveau des gens qui font plus de 15 drives par match sur les gros volumes, il est dernier. Il est dernier à l'efficacité. Donc voilà, ça fait pas mal de choses où je pense qu'on peut nuancer par rapport à sa propre saison de scoring qui n'a pas été très bonne. Mais en même temps, pour repartir aussi sur du positif, on a un vrai moteur offensif à l'échelle collective. Totalement. Et tu vois, quand tu comparais son efficacité à 3 points d'un Lillard ou d'un Curry sur les longues distances, il est moins efficace, mais je pense que le spacing qu'il crée s'en rapproche un peu plus. Et en plus d'être un super moteur offensif parce que il est très très bon à la passe, il maîtrise les différents angles malgré sa petite taille, il met tous les différents types d'actions, il sait bien se placer ballon en main sur la géométrie du terrain. Donc c'est un super moteur offensif et d'ailleurs il y a quand les minutes où il joue pas avec Dejounte Murray, ça se passe très bien offensivement. C'est presque plus de 119 d'offensive rating sur ces 1000 minutes à peu près. Donc c'est très positif en sachant que c'était des moments où l'équipe tirait à moins de 34% à 3 points. Ouais. Donc en plus sur une réussite qui est pas bonne à 3 points, il arrive à tenir ce moteur-là. Donc ça c'est il a un super impact collectif malgré un manque d'efficacité. Donc ça c'est quand même super important à souligner. Et je pense ce régime de tir, en fait, des saisons comme il a fait l'année dernière, où il est à 39% à 3 points, et des saisons comme cette année où il est à 34, je pense qu'on reverra les deux, en fait, au fur et à mesure de sa carrière. Et du coup, c'est comment tu arrives à vivre avec cette variance et en fait, il faut construire d'autres choses qui sont super stables à côté pour pouvoir accepter de vivre un peu avec cette variance. Et je pense que, par exemple, tu vois, sa capacité à aller beaucoup sur la ligne des lancers francs quand même pour un arrière, ça, c'est hyper positif. Et c'est un truc où il s'est encore amélioré, je crois, cette année, où il a 173 de free throw rate plus. Donc, il va 73% de plus sur la ligne des lancers francs que la moyenne de la ligue. Du coup, quand t'es aussi bon que ça, en plus, au pourcentage de lancers francs, parce qu'il est très bon là-dessus, ça permet vachement de combler un manque de réussite sur des pull-ups ou sur des tirs qui sont plus compliqués. Donc, il y a aussi cette base-là qui le sauve un peu et qui est assez rassurant. Ensuite, à voir comment ils vont réussir à utiliser peut-être un peu plus soit off-ball, soit à mieux utiliser Dejounte Murray pour faciliter la vie de Trae Young. Mais voilà, c'est un peu mes questions sur comment tu arrives à faire qu'un joueur aussi ball dominant
puisse faire un peu une transition vers un joueur un peu plus off-ball. Ce qui m'énerve un peu, c'est bon, il y a la variance à 3 points, mais il y a aussi de la variance sur les avis à propos de Trae Young. Ça bouge beaucoup, ça bouge même beaucoup trop, je trouve. Il y a soit de l'exagération dans un sens, les bonnes années, soit les mauvaises années, où il est un peu moins bon, exagération dans l'autre sens. Trae Young est totalement nul, il peut rien faire. Enfin, on est un peu, je sais pas, c'est un cas très polarisant, je trouve. Et un peu pareil dans les bonnes années où il va en finale de conf, ou alors même l'an dernier où il est très bon. Je sais pas à quel point il y a parfois légèrement de l'exagération dans le côté, bah oui, il est calibre MVP ou je sais pas. Voilà, pour moi, je suis un peu toujours sur la même longueur d'onde, en tout cas par rapport à moi-même. Mais moi, j'aime beaucoup et je pense qu'on sous-estime le côté création collective. T'as cité les WoWi, les With or Without You. Effectivement, on est même quand il n'y a que lui sur le terrain, on est à 119 d'offensive rating, c'est énorme. Et en plus, t'as rajouté effectivement le côté, en plus, ses coéquipiers n'ont pas bien shooté, donc ça aurait pu être plus, même si on a fait les stats ajustées par rapport à la luck adjusted, la chance, pardon, j'ai plus mes mots. Mais oui, on est sur un vrai moteur offensif d'élite, à mon avis. Et d'ailleurs, tu prends les WoWi, on n'a pas les mêmes scores quand il y a les deux sur le terrain. Dejounte Murray, on est à peine, entre guillemets, à 117. Et quand il y a que Dejounte Murray, on est à 114. Alors que lui, pour le coup, les coéquipiers ont bien shooté à 3 points. Donc oui, je pense qu'on est vraiment... Je sais pas, mais certains sous-estiment beaucoup l'impact collectif de Trae Young pour moi. Après, peut-être si on peut passer sur le classement, mais après, il y a à quel point est-ce que la défense peut le pénaliser pour moi? Tu vois, moi, ça m'avait fait un des premiers trades que j'avais fait sur Twitter, c'était sur les écrans, comment Boston utilisait Marcus Smart sur les écrans pour punir Trae Young. Et du coup, c'était un trade tactique sur les écrans de Boston, et les tweets qui citaient le trade, c'était ah ouais, vraiment le lutin d'Atlanta, il est vraiment trop nul en défense. Et j'étais là genre, mais c'est pas du tout le point que t'essayes de mettre en avant. Et il y a vraiment une volonté toujours de remettre ça en avant dans les moments où il est en difficulté. Et c'est vrai que je pense que il est très polarisant en plus des deux côtés du terrain. Il est pas seulement très polarisant par rapport à son attaque, mais aussi par rapport à sa défense. Et du coup, pour le classement par rapport à sa défense, je sais pas où est-ce que je le mettrais par rapport à Paul George. C'est quoi ta fourchette alors, par exemple? C'est soit au-dessus de Paul George, soit en dessous. D'accord. Ok. Mais en fait, j'ai pas la saison de Paul George vraiment en tête non plus. Je pense je pense que je le mettrais au-dessus d'intuition, mais voilà, j'ai pas forcément la saison en tête de Paul George en termes d'efficacité. On est sur 101 de true shooting plus, Paul George 101 à peine entre guillemets sur 30% d'usage. Ah oui, seulement 101. Ok. Ouais. Non, mais même pour le moteur offensif qu'il est, que Paul George n'est pas, je le mettrais devant. Et surtout que on juge une saison en entier. Et en vrai, le problème de sa défense, elle se voit beaucoup plus en play-off qu'en saison régulière. Et en saison régulière, elle est beaucoup moins pénalisante. Et si on juge du coup la saison de Trae Young, pour moi, du coup, c'est moins pénalisant qu'il soit une cible potentielle en défense. Et du coup, ouais, je mettrais Trae Young devant Paul George pour ça. Je vois. Je me posais la question avec Bradley Beal, mais effectivement, je pense que tu as raison. Dans le sens où Bradley Beal n'est pas non plus génial en défense. et que lui, il n'a pas le rôle de création. Donc, ça me va qu'on mette un peu Bradley Beal en dessous. Après, c'est vrai que c'est moins important en saison régulière, mais c'est pas non plus négligeable pour la défense de Trae Young. Je pense, hein, je ne sais pas. Et Paul George a un profil plus complet, sans doute beaucoup plus complet. Mais oui, c'est vrai que comme tu dis, l'efficacité de Paul George n'a pas été fantastique cette année non plus. Donc ça peut s'entendre sur le côté rôle de Trae Young. Impact collectif, ouais. Tu vois, impact collectif offensif, je pense que vraiment, si tu mets, c'est pas possible, c'est un peu de la science-fiction, mais si tu mets Paul George à Atlanta, t'as pas cette attaque-là que t'as sur les moments où t'as que Trae Young sur le terrain qui est avec un rim runner et des extérieurs.
Bah ça, en vrai, il te suffit d'avoir un rim runner et 3 extérieurs un petit peu intelligents qui t'offrent du spacing et t'as une très 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 bonne attaque juste parce que t'as Trae Young qui est capable d'orchestrer ça. Et ça, Paul George est pas capable de le faire. Et pour moi, c'est vachement valuable en fait. Et c'est pour ça que je le mettrais en premier pour l'instant de ce classement. Le seul doute que j'ai de mon côté, c'est que de facto, il n'a pas été efficace cette année, Trae Young. Et tu vois, si on avait le Trae Young de l'an dernier, j'hésiterais beaucoup moins. Là, je me pose un peu la question, mais... Il est juste en dessous de Paul George au final. Hein. Tu passes de 101 à 99 oui, de true shooting plus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai que Paul George n'est pas la non plus moyenne, fantastique. Ouais. Non, mais ok, faisons ça. Mettons Trae Young comme ça. Je tranche en ta faveur. Ça me va. Et si on parle en termes de fourchette haute numéro 1 et fourchette basse au-dessus de Bradley Beal ou au niveau de Bradley Beal, ouais, ok. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok, très bien. Eh bien, avant de rappeler le classement en entier, petit quiz du coup. Est-ce que tu sais l'action que j'ai retenue ou pas? Je me doute que c'est le game winner au match 5 au Garden. Tout à fait. Tout à fait. Nous sommes un kické sur le terrain le 26 avril 2023 à Boston. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs sur le terrain au moment de ce buzzer beater de Trae Young? Bah, je pense qu'il y a les Jay, du coup, Jalen, Jason, il y a Marcus Smart, il y a Derrick White et il y a Al Horford, je pense. Oui, tout à fait. Et du côté d'Atlanta, je pense qu'ils ont mis les 3 meneurs. Donc il y a Bogdanovic, Murray et Trae Young, du coup. Non, aucun des deux. Enfin, il y a Trae Young, mais il n'y a pas les deux autres. C'est vrai? Ok. Jalen Johnson, Saddiq Bey. Saddiq Bey est sur le terrain, effectivement. Ah tiens, sinon, pardon, tu m'as cité Bogdanovic. Bah oui, Bogdanovic, il y est. Oui, pardon, excuse-moi. Trae Young, Saddiq Bey, Bogdanovic, Dejounte Murray est suspendu. Donc c'est normal qu'il joue pas, en fait. Et du coup, à l'intérieur, est-ce qu'il y a Capella? Ce n'est pas Capella. Ok, c'est Okongwu, du coup. Oui. Et le 4, bah, c'est John Collins, du coup. Non, c'est un poste 3-4. C'est un poste 3-4. Alors. Un jeune de la draft. C'est pas Jalen Johnson. Non, c'est plutôt un chasseur. Ok, c'est DeAndre Hunter. Oui, tout à fait. Nice, ok. Et d'ailleurs, tu m'as pas fait les joueurs d'Orlando sur le quiz d'avant. Je crois que t'as vraiment give up, enfin t'as vraiment abandonné sur mes capacités de répondre aux questions parce que le quiz sur Wendell Carter Jr., tu m'as même pas fait essayer les joueurs d'Orlando. Eh bien, vas-y, tu peux nous les faire. Du coup, pour Orlando, quels sont les joueurs sur le terrain pour Orlando, à part Wendell Carter Jr.? Du coup, c'était contre Utah en janvier. 14 janvier 2023. Ouais, Banchero. Markel Fultz. Oui, Markel Fultz est là. Gary Harris. Non, Gary Harris n'est pas là. Franz Wagner. Oui, Franz Wagner est là. Et on est en janvier. Important de savoir qu'on est dans la première partie de l'année pour Orlando. Quelqu'un qui ensuite n'a pas eu de chance. N'a pas eu de chance. Comment on dit? Il n'a pas eu de chance. Il s'est fait couper même ensuite, tellement il n'a pas eu de chance. Il s'est fait couper tellement qu'il n'a pas eu de chance. Ou alors il a eu de la chance 2 fois. Il s'appelle pas chance, il s'appelle Bol. C'est scandaleux quand même. Wow. C'est scandaleux, non? Comme indice. c'est n'importe quoi. Ça va être invalidé par la fédération, je pense. Non, ça passe, ouais. Oui, donc nous sommes en janvier et l'expérience Bol, il a de la chance que l'expérience Bol, il a du bol qu'ils sont encore sur le terrain, effectivement. Mais bref, je pense qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Je vais quand même rappeler le classement complet. Donc, nous avons du Trae Young qui rentre à la première place, Paul George numéro 2, Bradley Beal numéro 3, Evan Mobley numéro 4, en 5, Carter Jr., en 6, Marcus Smart, ça pourrait bouger. En 7, Jeremy Grant, ça pourrait bouger aussi. En 8, Kyle Anderson, en 9, Quentin Grimes, et en 10, Gordon Hayward, dont tu te souviens très bien pour le passage à Boston. Mais bref, en tout cas, je crois que ça y est, on a tout fait. Et merci beaucoup d'être passé sur le Basket Lab et sur la syllabe, surtout Azad.
Eh bah ouais, grande première. Je préparerai les quiz la prochaine fois. Maintenant que je sais qu'il y en a, je me referai au moins les highlights un petit peu pour arriver un peu plus préparé, parce que là, j'ai pas fait une grande performance. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, bien entendu. Et j'espère que ça y est, ça commence à être un peu plus clair peut-être cette question du format qui c'est vrai, est un peu atypique pour le coup. De ne pas avoir un top 100 déjà fait, mais de le construire petit à petit. Les habitués du Basket Lab reconnaissent un format, celui de la centaine. Mais c'est vrai que c'est pas du tout intuitif, donc voilà. Voilà un peu le principe. J'espère que, au-delà de la forme, sur le fond, on n'a pas dit trop de bêtises, bien entendu. Rendez-vous également sur le Discord, on va mettre en place un système de vote pour que ce soit aussi démocratique d'un point de vue des auditeurs. Et donc, pour la prochaine fois, on se retrouve pour notre saga de crossover. Et la prochaine fois, nous allons parler du scouting dans le football. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Un grand merci évidemment à Azad d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.